C'est une information LCI. Emmanuel Macron souhaite annoncer une coalition d'instructeurs pour l'Ukraine à l'occasion des cérémonies du 6 juin. Je vous rappelle, j'évoquais une information qui prenait corps. Elle est confirmée par les informations LCI. Il l'annoncera. Est-ce que ce sera le matin? Est-ce que ce sera le soir pour le cours de cette grande interview qu'il réservera à TF1 et Gilles Boulot et France 2? Nous sommes toujours avec Catherine Gentil, Michel Goya, François Clémenceau. Première réaction, premier commentaire à ce qui est ce qui constituera une information importante jeudi soir. Oui, alors on savait évidemment depuis un moment que c'était le projet d'Emmanuel Macron. Il l'avait dit, et ça avait d'ailleurs suscité suffisamment de réactions au niveau européen fin février. Là, l'idée, effectivement, c'est de l'annoncer au moment où Volodymyr Zelensky se trouvera en France. Et en plus, au moment où on commémore la Deuxième Guerre mondiale, où le sort de l'Europe était en jeu. Alors, pardon, juste souhaite annoncer. Oui. Ça laisse entendre qu'il est encore à la recherche, à votre avis, de quoi? Parce qu'on parle d'une coalition. Ça veut dire qu'il ne veut pas annoncer une initiative française en solo. Évidemment, l'idée pour donner corps à cette décision, c'est qu'il y ait le plus d'alliés possible, pour que la France ne soit pas la seule, entre guillemets, face à la Russie. D'autant que vous vous souvenez que les Russes avaient tout de suite dit que les Français seraient à ce moment-là une cible prioritaire et que ce serait souligné le fait que, même s'il n'y a pas les 27, parce qu'on sait très bien que certains pays diront non jusqu'au bout, qu'au moins il y en ait d'autres et que la France ne soit pas la seule à y aller. Mais c'est vrai que c'est pour donner évidemment un retentissement plus important au moment où on commémore la libération de la France, mais donc la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'avenir de l'Europe était en jeu et où là, aujourd'hui aussi, on dit que ce n'est pas seulement une guerre en Ukraine, mais c'est une guerre qui engage l'avenir de l'Europe. C'est ce que dit le président Macron et d'autres leaders européens. Donc c'est un double symbole qui évidemment sera très fort. Donc il essaye de le faire, il souhaite le faire le 6 juin. Vous avez très bien expliqué pourquoi cette date est importante, au moment où les Américains, on célèbre les Américains, la coalition anglaise et les autres pays qui ont sauvé la France. La France se place en première ligne avec d'autres pays européens pour tenter de sauver l'Ukraine. Puis il y a une réponse, évidemment, un miroir, un écho historique, à ce qui s'était passé. Oui, ça participe, Elisabeth, à la logique de ce qui existe maintenant depuis plusieurs mois, c'est-à-dire de former des coalitions. Une coalition artillerie, lorsqu'on s'est rendu compte qu'effectivement l'aide militaire américaine était en retard, de se dire, eh bien, on va faire une coalition avec ceux qui peuvent ou ceux qui veulent pour pouvoir accélérer à la fois la production et la livraison. Coalition sur les frappes en profondeur, on l'a vu, c'était l'idée de dire, on souhaite que les Ukrainiens puissent bénéficier non seulement des armes qui permettent d'aller en profondeur, mais aussi de l'autorisation de les utiliser sur le sol russe, et évidemment coalition aviation qui existe maintenant, puisqu'on sait que des F-16 vont être livrés, donc l'idée c'est de dire quels pays vont le faire et avec quels moyens et avec quelle formation, et puis coalition instructeur. Et l'idée, effectivement, c'est de ne pas être seul, c'est d'y aller à plusieurs. Avec qui, François? Alors, en l'occurrence, un certain nombre de pays ont dit qu'ils étaient d'accord sur le principe. Après, il y a des questions, j'imagine, de calendrier, de volume, etc. Mais par exemple, les Baltes sont les premiers, effectivement, volontaires pour participer à cette coalition. La Pologne? Est-ce qu'elle pourrait être embarquée? La Pologne fait déjà énormément parce qu'elle accueille déjà sur son propre sol une grande quantité de soldats ukrainiens qui se forment à divers métiers, si vous voulez. Est-ce qu'elle serait prête à rejoindre la coalition? C'est probable. Je n'ai pas ce nom pour l'instant sur la liste. C'est possible. Mais voilà, l'idée, c'est évidemment que d'autres pays européens joignent cet effort de se dire, on va envoyer. Alors, on dit instructeur, mais c'est un mot un peu valise qui recouvre aussi, par exemple, des démineurs, puisque je sais que c'est depuis le début, depuis le 26 février, c'était l'un des axes sur lesquels on travaillait, d'envoyer des équipes qui permettent d'aider les Ukrainiens à déminer un certain nombre de champs qui sont cruciaux pour l'avenir du front, et également aussi des équipes de maintenance. Alors, vous allez me dire, tout ça se ressemble un peu, parce que instruire et former, ça veut dire on va former aussi des gens qui sont capables aussi de faire leur propre maintenance sur un certain nombre de véhicules, notamment dans les
blindés, ça veut dire aussi former des démineurs, ça veut dire former des utilisateurs des armes offensives qui sont livrées, et également des armes défensives. Alors que, quand vous livrez par exemple une batterie, je termine par là, une batterie de défense anti-aérienne, bah oui, il vous faut les hommes qui vont avec et qui vous forment à ce métier-là en particulier. Est-ce qu'on est dans la suite de l'envoi de troupes ? La fameuse annonce d'Emmanuel Macron, la suite de la déclaration d'Emmanuel Macron, il y a plusieurs mois maintenant, au début de cette année, où il a évoqué dans un futur pas du tout proche l'envoi de troupes, et donc ça chemine, et jeudi, ce sera quand même impressionnant. Jeudi, la France pourrait confirmer cet envoi de troupes sous la forme d'instructeurs militaires. Vous, le général que vous êtes. Colonel que vous êtes. Oui, mais on traite qu'aux riches. D'accord. Oui, alors effectivement, on est typiquement dans la droite ligne de cette déclaration. Au passage, cette coalition instructeur, elle existe déjà, effectivement. En Pologne, notamment, le grand hub de formation déjà des Ukrainiens, c'est en Pologne. Il y a déjà des camps, il y a déjà 200. Oui, mais là, c'est en Ukraine. Voilà, là, c'est ce qui change tout. Oui, non, bien sûr. La nouveauté, c'est effectivement une étape importante. Ce serait le déplacement d'une partie de cette coalition, de ce système, en tout cas, de formation, d'instruction, d'appui, en Ukraine, directement en Ukraine. Ou plus exactement, de le faire de manière ouverte. Ça aussi. La phrase complète d'Emmanuel Macron au mois de février, c'était envoyer des soldats de manière assumée, avouée et assumée. C'est-à-dire très concrètement que ça existe déjà. On estime peut-être qu'il y a par exemple 500 Britanniques dont on ne parle pas dans cette nouvelle coalition, mais qui sont déjà sur place de manière non assumée. Donc là, la question, c'est moi ce qui me demande, c'est est-ce que cette coalition est déjà formée? Ou est-ce que là on est dans une étape où on essaie d'entraîner les autres avec nous? Pour les Français, la décision est certainement prise. Elle est déjà formée, vous dites. Mais est-ce que voilà, il y a déjà des coalitions, mais pour d'autres opérations. Là, elle n'existe pas. La décision d'envoyer des Français, des soldats français en Ukraine, elle est prise incontestablement. Mais la question de savoir si c'est déjà prévu que ce soit en même temps que des Baltes ou des Scandinaves ou des Polonais, de façon à former une masse. On forme une coalition pour deux raisons. D'abord, pour faire un effet pratique, il faut qu'il y ait certaines quantités. Il faut plusieurs centaines, peut-être un bon millier de personnel sur place pour que c'est au moins un effet stratégique important. Et puis ensuite, il y a, c'est ce qu'on appelle en sociologie la preuve sociale. C'est-à-dire, plus on est nombreux à faire quelque chose, et a priori, mieux c'est. Plus ça apparaît comme légitime, en tout cas. Donc là, oui, si on est tout seul, et si personne d'autre le fait, ça nous met en position confortable. Et plus on est de drapeaux, bien sûr. Plus il y a de drapeaux derrière la France, et plus ça paraît acceptable. Parce que c'est une décision dont LCI dit qu'elle va être confirmée dans quelques heures, dans quelques jours, qui va être très critiquée. On se souvient que Viktor Orban, qui dirige le gouvernement hongrois, a dit il y a quelques jours l'envoi de troupes occidentales déclencherait une troisième guerre mondiale. Oui, enfin c'est Orban. Oui, mais c'est Orban. Mais ça revient à notre conversation précédente, c'est une partie de l'opinion. Et ça va créer de la peur. On va agiter la peur. C'est précisément pour éviter ce genre d'écueil, Elisabeth, c'est précisément pour éviter d'avoir affaire à une décision qui serait prise soit au sein de l'Union européenne où il vous faut l'unanimité ou un consensus très large. Là, vous le faites avec des good willing, c'est-à-dire des gens qui veulent bien et qui peuvent le faire. Donc, ça ne retire rien à la peur qui est agitée par Orban et qui est peut-être fondée. Rappelez-vous que lorsqu'Emmanuel Macron a fait cette déclaration devant le palais de Meseberg, à côté du chancelier Scholz, le chancelier allemand a bien pris soin de dire que pour lui, il n'en était pas question, parce qu'il estimait qu'à partir du moment où on envoyait des formateurs allemands sur le terrain, c'était une escalade. Mais les Français n'annonceraient pas cette décision-là s'ils n'étaient pas assurés d'avoir effectivement un certain nombre de pays à leur côté. Mais qui n'enlève pas la menace, qui ne retire rien à la menace potentielle que constitue cet engagement supplémentaire. C'est une menace assumé. Enfin, le terme assumé revient quand même régulièrement depuis le 26 février. C'est un risque assumé. Face à une menace dont certains disent qu'elle pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale. Oui. À quelques jours des européennes, oui, mais on en revient toujours à la même, j'allais dire, au même débat, c'est-à-dire
à partir du moment où vous avez quelqu'un en face pour qui il n'y a aucune ligne rouge, est-ce que vous avez à vous fixer des lignes rouges? Et celle que vous évoquez en particulier, c'est de se dire, mais puisque le danger de Troisième Guerre mondiale a été évoqué, alors on recule, ou alors on fait rien. Mais là, l'idée, c'est de dire, on a envoyé des chars, on a envoyé des missiles, on a envoyé des armes, on va envoyer des avions, eh bien, on va envoyer ceux qui vont avec, c'est-à-dire non pas pour combattre, mais pour former l'armée ukrainienne qui va devoir s'en servir. Comment il avait dit, Joe Biden? No troops, no boots. No boots on the ground. No boots on the ground, merci. Et après, vous êtes décidément précieux. Aucune botte sur le terrain. Oui, nous n'enverrons pas un soldat américain. Dernière prédéclaration, on l'a dit, il n'y aura pas de soldats sur la ligne de front. Sur la ligne de front. Et cette subtilité est importante. Mais c'est pas en Ukraine. Il a dit. Oui, alors, allez plus loin, parce que moi j'ai besoin de lire votre subtilité. En fait, c'est très simple. C'est quoi le budget? Quand on parle de soldats en Ukraine, en gros, il y a deux catégories possibles. On envoie effectivement des instructeurs, des gens qui sont à l'arrière, qui ne courent qu'un risque. Il y a un risque, incontestablement. Ils peuvent se faire frapper, ils peuvent recevoir des missiles, etc. Il y a un risque. Et il faut le dire très clairement, il est probable que des soldats tomberont en Ukraine. Vous nous dites que cette décision qui va être annoncée par Emmanuel Macron avec d'autres pays, évidemment, un jour, ça fera des morts. Oui, très probablement. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce genre d'exercice, on l'a fait. Ça dépend où ils sont sur la ligne. Fois, on l'a fait au Tchad, en Afrique, on l'a fait partout. Et il y a eu des morts assez régulièrement dans ce genre de choses, par accident, parce que vous avez des attaques. Donc on pose la question, faut-il mourir pour Ukraine? Là, très concrètement, on y est. Écoutez, moi j'étais engagé au Rwanda en 92, personne ne se posait la question, en fait, faut-il mourir pour le Rwanda à ce moment-là? Faut-il mourir pour le Tchad? Faut-il mourir pour le Mali? Faut-il mourir pour... Faut le rappeler. Combien d'opérations on a fait comme ça? Ce sont des fois, chaque fois, je n'ai jamais posé la question. Non, mais là, la question, c'est que... l'appréciation n'est pas la même. Je termine quand même. La deuxième catégorie, ce sont véritablement des unités de combat. Donc vous avez des régiments, des bataillons d'infanterie, des bataillons blindés. Là, c'est pour combattre. Alors c'est soit pour éventuellement dissuader, donc on les met là aussi un peu à l'arrière, mais c'est quand même un peu le niveau de risque, ou le niveau d'engagement, on va le dire comme ça, plutôt au-dessus. Et puis le stade ultime, c'est que personne ne veut, c'est l'engagement directement au front, au combat contre les Russes. Et là, pour le coup, oui, là on franchit le seuil de la guerre. Mais là, ce ne sont pas les instructeurs. Ce ne sont pas des instructeurs. Alors, c'est pas incompatible, mais c'est pas incompatible parce que vous nous aviez dit que quand on est soldat, on est instructeur ou on est sur le front. Mais vous pouvez avoir en même temps des instructeurs et en même temps engager des unités de combat. Mais encore une fois, il n'est pas question de ça.